Merci beaucoup. Donc, d'abord, voilà, c'est ma première fois, donc soyez indulgents. Voilà. Mais ça devrait bien se passer pour tout le monde. J'ai tendance à parler beaucoup aussi, donc voilà, n'hésitez pas si à un moment vous êtes fatigué à faire je suis bourré, quoi. Donc voilà. Donc le BDD, comprendre ce que c'est vraiment, les erreurs à éviter. Tac. Peut-être un petit point d'introduction d'abord, c'est qu'on dit driven. Alors pourquoi je le dis? Parce que j'entends souvent behavior driven development ou test driven development. Et non, en fait, voilà, petit rappel phonétique, c'est bien behavior driven development, de la même manière qu'on dit test d'acceptation et pas test d'acceptance. Acceptance, c'est acceptance test en anglais. Enfin voilà, c'est des petits détails comme ça, mais je ne suis pas qualiticienne pour rien. Donc voilà. Un petit sommaire juste pour que vous ayez en tête où on se situe à peu près, parce que la présentation, comme je le disais, elle sera un peu chargée. Donc voilà, en gros, au début, on va commencer sur vraiment comprendre ce que c'est le BDD, un petit peu la philosophie, les points vraiment essentiels, pour ensuite faire un passage rapide sur la mise en place et les outils qui existent pour avoir un peu le panorama, en fait, parce que finalement, on entend parler de plein d'outils, mais sans savoir comment les positionner et quand est-ce qu'on les utilise. Le côté plus sur le fait que le BDD, c'est quelque chose qui s'acquiert, c'est-à-dire que ça a l'air simple, mais le bon BDD, c'est pas simple. Mettre en place vraiment bien le BDD, c'est pas simple, surtout sur la partie rédaction des scénarios Gherkin, et les limites aussi du BDD, donc on verra ensemble, quoi. Donc le BDD, qu'est-ce que c'est? D'abord, petit sondage à main levée, parmi vous, du coup, qui a déjà entendu parler du BDD? Ok, très bien. Qui pratique déjà le BDD? Qui aimerait pratiquer le BDD? Qui dit oui? Ok. Et du coup, pourquoi ceux qui aimeraient pratiquer le BDD, pourquoi vous aimeriez franchir le pas du BDD? Donc je change un peu la dernière question vu que personne ne fait de BDD, mais c'est la mode, c'est la qualité en continu, ouais. D'accord. Ouais, nous, on l'expérimente, et en fait, c'est pour essayer d'avoir la seule source de vérité entre les user stories et ce qui est en prod, et ainsi de suite, avoir un meilleur suivi, en fait, de plus le côté documentation vivante, alors, quoi. Exactement, c'est ça, de se rapprocher un peu de ça. Ok, très bien. Et les autres, je ne sais pas si ceux qui... non? Ok. Ben, du coup, on va faire un petit nuage de mots. Quand je vous dis BDD, du coup, qu'est-ce que vous, d'après ce que vous avez pu lire, voir, entendre, quels sont les mots qui vous viennent à l'esprit, en fait? Alors moi, l'écran est blanc, mais je sais pas, BDD, ça vous évoque quoi? La solution Gherkin. Gherkin, ouais, Gherkin, effectivement. Implémentation Cucumber, quelque chose comme ça. Cucumber, ouais. Compréhensible, intelligible. Compréhensible, intelligible, ok, ouais. Ok. Et quand tu dis intelligible, c'est intelligible par qui, du coup? Par tout le monde. Ouais, tous les membres de l'équipe, quoi. Tous les membres de l'équipe, ouais. Tout à fait. Effectivement, c'est une grosse partie du truc. Ah, tiens, un nouveau venu. Hello. Et bah, effectivement, souvent, quand on entend BDD, on entend Gherkin. C'est effectivement le premier mot qui vient. Avec souvent derrière ce qui constitue Gherkin, hein, c'est ces fameux 3 mots-clés principaux, given, when, then, la structure, les scénarios. On entend aussi parfois test, TDD, DDD. 3 amigos, je ne sais pas si ça vous parle, la réunion des 3 amigos, Cucumber, les outils directement, forcément, Behat si vous faites plutôt du PHP. On a parlé de Living Documentation, effectivement, c'est des termes qui reviennent. Et après, un peu plus sur les personnes, pour ceux qui connaissent un peu mieux, on a Dan North, John Ferguson, etc. Mais effectivement, ça fait plein de trucs un peu épars. Mais nous, ce soir, l'idée, ça va vraiment être de venir mettre de la structure dans tout ça, en fait. Et donc, du coup, qu'est-ce qui a fondé le BDD? Enfin, pas qui est-ce qui, hein, qu'est-ce qui a fondé le BDD? En fait, le BDD a 2 origines. La première, c'est le TDD, donc Test Driven Development. Sans m'éterniser, en gros, la philosophie du TDD, c'est plus une pratique vraiment de développeur qui dit qu'on va écrire un test avant d'écrire le code qui lui correspond, ce qui est un changement de paradigme par rapport à avant où on écrivait le code, puis on venait inventer les tests qui venaient tester la chose. Donc c'est le fameux Red Green Refactor. En gros, on écrit un test, on sait qu'il va fail, puisque le code qui l'implémente n'existe pas. On écrit le code, on relance le test normalement devient vert,
Et ensuite, en fait, l'idée, c'est de créer un patrimoine de tests automatisé qui permet ensuite de garantir et de sécuriser les différents développements, et notamment quand on remanie le code, quand on refactor, d'être sûr qu'on n'a rien pété ailleurs. Donc, la philosophie du TDD, elle est bien. Il y a de plus en plus de développeurs qui mettent ça en place. Le problème, c'est qu'à l'origine, en tout cas, les gens étaient en mode moi, je veux bien écrire des tests avant, mais dans les tests, je peux en écrire plein. Jusqu'où je vais, par quoi je commence. En gros, ils étaient un peu perdus, quoi. Et à cette question-là, Dan North, le papa du BDD, a répondu à cette question en disant en fait, finalement, ce qu'on va tester, c'est ce qui apporte de la valeur au produit. Donc, j'ai dès maintenant envie de mettre un point d'alerte. Moi, quand j'entends valeur produit, je pense PO. Enfin, je ne sais pas vous, mais voilà, ça montre déjà un premier point qui est que le PO, ou plutôt le BDD, n'est pas quelque chose réservé aux développeurs. C'est vraiment le PO entre dans la boucle, parce que valeur produit, c'est le PO qui est le garant de la valeur produit, quoi. Et donc, du coup, Dan North, il part de ce postulat-là, et en 2003, il remplace du coup le test de TDD, donc de Test Driven Development, par Behavior, et ça devient le BDD, Behavior Driven Development. Et parallèlement à ça, en fait, il crée un outil qui s'appelle GBehave, qui vient littéralement pour lui remplacer GUnit. Donc GUnit et GBehave, c'est vraiment avec un langage Java, mais ensuite, par la suite, on verra qu'il y a eu d'autres langages qui ont été couverts. Alors tout ça, si vous voulez vraiment en connaître plus, n'hésitez pas à aller voir son blog dannorth.net, c'est très très complet, moi j'ai vraiment appris plein de choses là-dessus, ce sera beaucoup plus poussé pour vous, mais voilà, l'idée en tout cas c'est de vous montrer le premier point, le premier parent du BDD. Et le deuxième parent, parce qu'en fait Dan North il n'était pas non plus tout seul, c'est lui qui a inventé le truc, mais il était quand même accompagné. Le deuxième parent, c'est vraiment le DDD, le Domain Driven Design, où l'idée, en fait, c'est de créer des modèles qui répondent à une problématique métier. C'est-à-dire qu'en gros, le DDD, son cœur de sujet, c'est de remettre le métier et le sens au centre. Et un des outils pour ça, c'est de faire parler toute l'équipe le même langage, c'est ce qu'on appelle le fameux Ubiquitous Language. Et donc, Liz Keogh et Chris Matz ont rejoint donc Dan North sur cette histoire de création de BDD et se sont inspirés des concepts du DDD, la valeur métier, surtout l'ubiquitous language, pour avoir cette idée d'une équipe qui parle le même langage de A à Z, en fait. Et sur cette idée-là, ils ont inventé le langage Gherkin, qui est finalement une manière de structurer les choses pour faire en sorte qu'au sein des équipes, tout le monde parle le même langage via les mots-clés de l'ubiquitous language et dans une structure given when then qui permet en fait de cadrer et de systématiser les choses. Hop. Donc le BDD, point important, qu'est-ce que ce n'est pas finalement? Finalement, le BDD, ce n'est pas une méthode de test. Ça, souvent les gens font cette erreur-là et il faut vraiment vous le sortir de la tête. Pour le coup, moi je suis testeuse ou qualiticienne. Qualiticienne, c'est peut-être un peu... mais ce n'est pas une méthode de test. En tant que testeur, en tant que testeuse, je suis frustrée par le BDD parce que ça ne va pas assez loin. Mais il n'empêche que ça reste une approche intéressante en termes de qualité produit. Le BDD, ce n'est pas non plus dédié aux développeurs. Donc on l'a subrepticement soufflé tout à l'heure via le côté valeur produit. Mais si vous avez une équipe où c'est les développeurs qui ont la charge du BDD, a priori, vous ne faites pas du BDD, on verra pourquoi. Et enfin, le BDD, ce n'est pas juste une question de delivery, donc ça rejoint un peu le reste, ce n'est pas juste une question de qualité produit au sens de bienfait, c'est aussi une question de discovery, avec le bon produit. Et justement, tac. Mais alors, le BDD, c'est quoi? En fait, si on devait le définir, c'est vraiment une méthode globale et agile qui permet de garantir la qualité du produit. Et vraiment, comprenez-le comme une méthode agile, au même titre que Scrum, par exemple. Les deux, d'ailleurs, sont compatibles, il n'y a pas de souci sur ça, mais c'est vraiment une méthode, c'est-à-dire une méthode d'équipe, d'organisation de l'équipe. Autour de quoi? Autour de la valeur produit. Parce qu'en fait, ça, c'est une phrase que vous retrouverez tout le temps et qui est très, très à la mode en ce moment quand on parle de qualité. Mais pourquoi elle est à la mode et pourquoi elle va durer aussi, c'est parce qu'elle représente complètement l'idée de ce que c'est la qualité. La qualité, c'est vraiment build the right product et build the product right. Avec ce côté, avant tout, le bon produit, c'est-à-dire celui qui va rencontrer ses utilisateurs. Et là, on est vraiment sur le travail du PO, de s'assurer qu'on répond à un besoin, qu'on répond bien aux besoins, etc.
Et de l'autre côté, build the product right, c'est-à-dire bien le produire, éviter qu'il y ait des bugs, que ça ne soit pas performant, que ceci, que cela. Enfin voilà, le côté plus, ce que j'ai envie d'appeler delivery, avec vraiment l'implémentation concrète, quoi. Et donc du coup, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que le BDD, c'est de la collaboration avant toute chose. C'est-à-dire qu'en fait, si vous avez du BDD sans collaboration, vous ne faites pas du BDD. Je reviens juste sur la slide précédente. C'est comme les gens qui vous disent « on est agile parce qu'on a 3 post-it et qu'on fait des réunions ». Un daily stand-up, peu importe les réunions, une rétro, une démo. L'essence de l'agilité, c'est pas ça. Et de la même manière, le BDD, si vous ne collaborez pas, vous ne faites pas du BDD. Vous pouvez écrire des scénarios Gherkin, given, when, then. Vous pouvez faire toute votre vie. Si vous ne collaborez pas, vous faites autre chose, mais pas du BDD. Parce que l'objectif numéro 1 du BDD, c'est d'aligner les équipes. Quand on vous disait tout à l'heure que le DDD était un des parents, voilà, on retrouve vraiment cette logique-là. C'est collaborer avant tout. Et l'idée, c'est vraiment, entre guillemets, de perdre du temps en amont pour en gagner en aval. Et on n'en perd pas au final, puisqu'on se rend compte que finalement, ça aligne tout le monde, ça fait gagner du temps à tout le monde, on ne perd pas de temps en questions-réponses. Et donc ça, vraiment, l'objectif premier, c'est la compréhension commune. Le fameux shared understanding des Américains. Et le deuxième objectif, c'est justement le côté réflexion collective. C'est-à-dire que, pour ceux qui ont déjà entendu parler de la réunion des 3 amigos, c'est typiquement le moment où finalement on vient confronter les différents points de vue. On a le PO qui vient avec un besoin, une idée, un début de solution potentiellement en fonction de comment on est organisé. Mais derrière, il peut y avoir des enjeux marketing, il peut aussi y avoir des contraintes purement techniques. Il peut y avoir l'idée, c'est vraiment de regrouper les gens pour faire en sorte qu'on discute et on lève un maximum d'obstacles. Donc dans ce côté réflexion collective, il y a la co-création, mais il y a aussi le fait de dérisquer les choses, en fait. Parce que plus on rend propre en amont, plus c'est fluide par la suite. Et donc, ce moment où on dérisque, c'est cette fameuse réunion des 3 amigos, ou 3 amigos, ou plus. J'ai mis ou plus parce qu'en fait, l'idée, c'est vraiment de réunir tous les stakeholders, tous ceux qui peuvent apporter quelque chose d'intéressant. Alors évidemment, ça peut avoir un coût de regrouper jusqu'à 6-10 personnes. Donc voilà, il y a toujours un équilibre à trouver. Mais l'idée, c'est vraiment d'aboutir à ce shared understanding, cette compréhension partagée. Donc l'idée, ça va vraiment être d'avoir. Donc qui sont les 3 amigos dans la théorie? On a le PO qui vient présenter son besoin. On a le dev qui vient apporter la valeur plus faisabilité technique. Et le testeur, qui est, lui, pour le coup, plus le garant de la connaissance détaillée du produit, etc. Et qui va avoir souvent des questions du genre « Ah oui, mais et si, et t'as pensé au cas où, etc. » machin. Attention, je mets un warning aussi, c'est qu'en gros, c'est pas parce que vous n'avez pas de testeur dans une équipe, c'est très, très courant, que vous ne pouvez pas faire de BDD. Enfin, quand on met le « ou plus », c'est toutes les personnes qui sont concernées. Ça peut être un designer, ça peut être un marketeur, ça peut être tout le monde, quoi. Et l'idée de cette réunion des 3 amigos, c'est, je le redis, sortir de la réunion avec une compréhension partagée, un alignement de tout le monde pour que la suite soit plus fluide, et des critères d'acceptation ou carrément des tests d'acceptation qui justement permettent de mettre le doigt sur ce qui a de la valeur, en fait, pour le PO. Et c'est ces tests d'acceptation qui vont être à l'origine du contrat entre le PO et le développeur. Donc, on a vu pas de BDD sans collaboration, et un des éléments phares aussi du BDD, c'est les exemples concrets. Si je reprends par exemple la définition en intuit de Daniel North, ou Dan North, de qu'est-ce que c'est le BDD, il commence même par le fait de dire « using examples ». Donc vraiment, utiliser des exemples à tous les niveaux pour faire en sorte qu'on ait une compréhension partagée et qu'on puisse délivrer des softwares, enfin des logiciels qui comptent ou qui ont de la valeur, quoi. Petite illustration. C'est basique, mais j'aime bien.
En gros, voilà, vous avez l'impression de vous comprendre sur la gauche, et pourtant, il y en a un qui dit, bah non, en fait, là, c'est un 6, non, non, c'est un 9. En fait, ils ne sont pas d'accord. Et en discuter des choses, ça permet justement de lever les ambiguïtés, quoi. L'image du milieu, elle est peut-être un peu plus touchy. Je ne sais pas, parmi vous, on n'est pas nombreux, mais qui est-ce qui voit la face A en avant? Ok, tout le monde, très bien. Moi aussi, j'ai cette tendance-là. Est-ce que vous êtes capable de faire l'effort de renverser la tendance et de voir la face B en avant? Voilà. Et pourquoi, en fait, alors ça, je ne saurais pas l'expliquer dans le détail, je sais en tous les cas, pour ceux qui sont intéressés par ce genre de problématique-là, lisez Albert Moukébert, il est vraiment, ou écoutez-le, il fait des super vidéos aussi. Mais en gros, on manque d'informations pour savoir exactement si c'est la face A qui est devant ou la face B. Et du coup, bah, finalement, les deux sont complètement possibles et personne n'a tort, en fait, dans cette histoire. Parce qu'il manque de l'info. Et justement, ce genre de réunion, c'est aussi le moment de venir compléter des infos, de venir s'assurer que tout le monde parle le même langage et que bah, quand on dit on a atteint la cible, par exemple, bah, que tout le monde soit d'accord sur qui c'est la cible, ou qu'est-ce que c'est la cible, ou qu'est-ce que c'est l'objectif, etc. Et le petit dernier que j'aime bien aussi, c'est qu'en gros, j'imagine que vous avez commencé à vous poser la question de est-ce que c'est plutôt un B ou est-ce que c'est plutôt un 13 ? Ben, finalement, ça peut être les deux, pareil. D'autres peuvent complètement voir autre chose, hein. Un logo d'une marque dont je tairai le nom sur une barre, par exemple, renversée. Enfin bref, l'idée, en tous les cas, vous l'avez compris, c'est vraiment de s'aligner. Et c'est les exemples qui vont servir à ça. Une toute petite, rapide mise en situation. Si on a une fonctionnalité qui est de dire, par exemple, on veut ajouter les frais de livraison au prix total du panier. Quand on le lit comme ça, on se dit, bah oui, c'est clair, c'est évident, voilà, on ajoute les frais de livraison. Avec des règles en plus, hein, pour les paniers de moins de 30 €, les frais sont de 6 € et pour les paniers de plus de 30 €, les frais sont de 3 €. Sur ces règles-là, très rapidement, vous, qu'est-ce que vous vous posez déjà comme question? Ouais. Plus ou moins égal. Voilà, déjà, on est tous d'accord, il manque le égal, bon, c'est volontaire et c'est grossier, mais effectivement, qu'est-ce qui se passe si mon panier est pile égal à 30 €, ce qui est complètement possible d'arriver? C'est gratuit, ça bug, et donc du coup, ça passe et on en reçoit 3. Mais qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme autre question par rapport à ça? Alors, je ne peux pas vraiment vous donner plus de contexte, mais des trucs hyper classiques en e-market ou sur les e-shops. Je sais pas... Les promotions. Exactement. Les promotions, comment on fait si on doit ajouter une promotion? Est-ce que la promotion, elle est prise dans le total des 30 €? Est-ce qu'elle n'est pas prise dans le total, etc. Et c'est très spécialement ce genre d'informations qu'on veut lever, en fait. Là, on n'a aucun contexte, donc j'ai pris un exemple vraiment de e-shopping qui parle à tout le monde, mais effectivement, on est sur ça. L'idée, c'est vraiment, donc du coup, c'est celui que j'ai pris comme exemple, c'est qu'est-ce qui se passe si je renseigne un code promo de 5 €? Est-ce que notre total, il est sur la base du total avant la promo ou après? Et en fait, de donner des exemples, ça permet d'ancrer de manière sûre et certaine que l'information, oui, c'est ça. Et là, vous voyez, très rapidement, je n'ai pas mis la structure given when then. Et pourtant, je fais du BDD. Parce que je collabore et je m'appuie sur des exemples qui lèvent les incertitudes et qui viennent ancrer. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion, j'imagine, d'aller sur les sites publics, notamment des impôts, où on vous explique la règle pour bénéficier de quelque chose. Ils donnent des exemples tout le temps, avec généralement la situation moyenne, mais parce qu'en fait, s'ils ne donnent pas d'exemple, personne ne comprend rien, on n'arrive pas à se projeter. Et en fait, l'exemple, c'est vraiment la transition entre la règle un peu abstraite et la vraie vie, en fait, dans laquelle on se projette beaucoup plus facilement. Et cette projection-là dans la vraie vie, ça aide aussi à réfléchir plus loin et à se dire, ah ben attends, tu m'as dit le code promo, mais qu'est-ce qui se passe si le mec, en plus, il a une carte d'abonnement membre qui fait que de base, il a... et ainsi de suite. Donc voilà. Donc sans BDD, on ne discute pas au préalable, on se base sur l'aspect que va donner le PO, par exemple. On n'illustre pas d'exemple, ok, donc du coup, potentiellement, en cours de route, il va y avoir des incompréhensions. Le pire, c'est l'incompréhension qui passe inaperçue, puisqu'elle est développée, et ensuite, si on a un testeur, il va dire, bah non, c'est pas ça qui était demandé. Le dev, il va dire, bah si, bah non, bah si. On va aller demander au PO, qui va prendre du temps. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que chaque personne prend du temps à chaque fois. Donc, quand on est en cours de route, on perd beaucoup plus de temps que si on prend ce temps en amont, on aligne tout le monde, et puis
au-delà de simplement aligner les gens, c'est-à-dire que quand il y a une question qui se pose, un développeur, il pourra y répondre tout seul, sans avoir à solliciter son PO, parce qu'il sait la logique dans laquelle il est en train de travailler, quoi. Et c'est vraiment ça qui est hyper intéressant dans le BDD. Donc je le disais tout à l'heure, et je le redis là, mais pour le coup, ces exemples, qu'ils soient écrits en Gherkin ou pas, ça devient finalement un contrat entre le PO et les développeurs. Donc dans notre spec, à la fin, on va mettre un critère ou test d'acceptation, et finalement, on va mettre là les choses qui apportent le plus de valeur à la fonctionnalité et au produit, du coup, in fine. Et c'est le PO, en fait, qui va être capable de dire ce qui apporte de la valeur, et c'est le développeur qui va s'engager à faire en sorte que ce qu'il va livrer correspond à ce qui a été demandé. Donc vous voyez qu'il y a vraiment le côté très très collaboratif, c'est-à-dire qu'une équipe où le développeur fait du BDD tout seul, c'est pas du BDD, quoi. Voilà. Et tout le reste est formalisme. Alors c'est peut-être un peu abusé de dire ça, mais bon, j'aimais bien la formule et puis je me suis un peu inspirée, alors pour ceux qui auront reconnu. Donc le formalisme, qu'est-ce que c'est? On retrouve les scénarios Gherkin. Parce que en fait, l'idée c'est vraiment d'avoir du given when then, on reprend une structure où on vient prendre la cohérence de l'ensemble et on n'a pas un développeur qui parle en termes de tests écrits en langage machine, on n'a pas un testeur qui vient dire quand je clique sur le bouton, puis je fais ça, puis je remplis machin. C'est vraiment des éléments d'information compréhensibles par un humain et comme on disait tout à l'heure, qui vont servir du coup de living documentation parce que du coup ça garde la trace de ce qu'on veut que les choses fassent. Et après, le côté given when then et toutes les architectures qu'il y a autour, parce qu'il y a d'autres mots-clés, ça permet aussi d'avoir cette structure qui permet de systématiser un peu les choses et d'entrer dans l'état d'esprit de tiens, là je suis dans une situation, de quoi je pars, qu'est-ce que je fais, où j'arrive, quoi. Hop. Alors, je ne peux malheureusement pas pousser sur le comment écrire des scénarios Gherkin, mais voilà, je suis ouverte après à en discuter autour d'un verre. Juste un petit exemple rapide de ce que ça peut donner. Donc là, en fait, c'est tiré un exemple d'une vidéo de John Ferguson, qui est un des chantres du BDD. Et en gros, on voit qu'on peut aller très loin. Là, on a un scénario outline. On peut mettre des variables qui ensuite sont reprises dans des tableaux qui eux-mêmes peuvent être repris dans des examples. Donc ça, la structure pipe, c'est vraiment pour gagner du temps et gagner du test, quoi. Enfin, du test, du scénario. Hop. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que du coup, sur ce côté, écrire les scénarios Gherkin en given when then, c'est bien pour être compris par un humain, ça aligne tout le monde, etc., on sait où on va, mais ça n'en fait pas pour autant des tests automatisés. Et donc, on parle beaucoup de spec exécutable, mais pour être exécutable, il y a la partie spec, c'est le scénario Gherkin, et derrière, il y a un travail du coup de la part du développeur de traduire ces scénarios Gherkin en test exécutable par une machine. Et donc, du coup, on va souvent avoir d'un côté, ce que j'ai mis là, mais j'ai un autre exemple, tac. D'un côté, on va avoir dans notre repo des fichiers .feature, tac, et ailleurs dans le code, on va avoir d'autres fichiers qui reprennent généralement le même nom et qui s'appellent steps ou stepdef ou step definition, ou peu importe, il y a du moment qu'on reste cohérent avec l'extension du type de fichier. Et on voit du coup ici qu'il y a vraiment cette expression-là en Gherkin qui permet de garder ce côté living documentation à laquelle n'importe qui, n'importe quel humain comprend ce qui se passe, et chaque ligne est ensuite traduite par les développeurs, puisque c'est eux qui savent parler machine, qui s'arrangent pour traduire chaque ligne en quelque chose d'exécutable. Et leur enjeu, je spoil un peu, ça va être de faire en sorte qu'on ait des steps qui soient réutilisables, en fait, pour limiter, en fait, pour faciliter la maintenance, même pour être très exact. Donc si je reprends le process complet, donc désolé, j'ai pas pu agrandir plus, ça devenait trop flou, mais l'idée c'est vraiment, on a notre PO qui va faire sa discovery, qui fait son travail en amont. Une fois qu'il a quelque chose de satisfaisant ou qu'il a envie d'avoir le conseil de ses pairs, enfin de ses pairs non, de l'équipe, il vient faire sa réunion des 3 amigos, de laquelle sort un shared understanding, donc une compréhension commune et des tests d'acceptation. Et à partir de ça,
le développeur va du coup créer le code, écrire les tests automatisés qui correspondent au scénario. Et ce qui est intéressant ici, c'est que quand vous avez un testeur, je le lis parce que vraiment je trouve que ça met bien les idées en place, le testeur utilise ces scénarios comme une base pour ses tests. C'est-à-dire que ce n'est pas au testeur ou au QA d'écrire les scénarios Gherkin, ce n'est pas à lui de les jouer, ce n'est pas à lui de les automatiser, ça lui sert de base pour ses propres tests. C'est-à-dire qu'il va s'inspirer de ça, il peut faire 2-3 vérifications, mais les vérifications, elles ont déjà été faites par le développeur, puisque lui a automatisé les tests. Donc quand vous avez un QA, il vient en complément de ça, et il vient enrichir et pousser plus loin votre qualité produit. Et ensuite, tac, bah vous poussez le produit parfait qui convainc tous vos utilisateurs. Alors, c'est un dessin de mon cru, je pense que vous le remarquez. Tout ça pour dire que voilà, c'est un peu une image pour rappeler cette fameuse image de l'iceberg. Souvent, quand on pense BDD, on pense tous Gherkin, mais en fait non, Gherkin, c'est juste la face émergée de l'iceberg. Le vrai cœur du BDD, c'est cette réunion des 3 amigos qui sacralise la collaboration au sein de l'équipe. Les exemples, le fait de parler, de faire l'effort d'avoir un langage commun, c'est aussi des tests automatisés, ça reste au final la documentation vivante et c'est beaucoup, beaucoup plus large que simplement écrire des scénarios Gherkin. Et je le redis, si vous écrivez du given when then, vous n'êtes pas forcément BDD, vous ne faites pas forcément du BDD, mais simplement, un peu comme les agilistes qui utilisent des post-it, peut-être que vous utilisez juste des post-it, quoi. Hop. Comment ça se passe au niveau de la mise en place concrète et les outils? Donc là, je vais aller relativement vite parce que ça, c'est plus des problématiques. Mon idée, là, c'est de vous donner le panorama. Parce que vous allez entendre plein d'outils, de machins, de trucs, comment ils se positionnent, en fait, quoi. Donc pour ça, je repars du flow BDD que propose John Ferguson, toujours, et que je trouve assez parlant. On retrouve cette phase de illustrer les choses, où finalement, là, on vient parler en langage français dans cette réunion des 3 amigos, où on vient dire, voilà comment ça doit se passer, j'illustre avec mes exemples. Les exemples sont formulés ou traduits en Gherkin d'abord, donc given, when, then, tac, et donc mis dans des points feature par le PO, non, idéalement, ou le QA, ça dépend des organisations, du temps que vous avez et de machin, mais en tous les cas, ce n'est pas le travail du développeur, quoi. Ensuite, le développeur, lui, il va automatiser ses tests. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, il va faire la partie step definition qui correspond au point feature. Il va créer le code, puisque là, visiblement, on est dans vraiment un TDD fort. Donc, il va créer le code. Donc, il a ses tests, il crée le code qui correspond à ses tests et qui les fait passer vert. Et ensuite, il vient démontrer au PO qu'il a rempli sa part du contrat, et ainsi de suite, quoi. Donc, si je reprends les étapes, donc je vais les reprendre excepté create, puisque ça, c'est juste écrire du code, mais je vais les reprendre une par une. Juste, oui, oui, effectivement. Je ne sais pas moi-même écrire du code. J'ai beaucoup de respect pour les développeurs. Donc, la partie illustrée, on va retrouver des outils qui sont moins des outils comme on peut avoir l'habitude des applications ou des logiciels, mais vraiment, ça peut être simplement des méthodes de travail. On retrouve évidemment l'example mapping, avec ses règles, ses process, ses machins. Donc voilà, si vous ne connaissez pas ces ateliers-là, je vous invite à aller creuser un petit peu. Mais de toute façon, tout est dans le nom, hein. L'idée, c'est vraiment de réussir à pondre des exemples à partir de la règle. Le feature mapping aussi, qui est une approche un peu différente, mais qui est complémentaire. Et l'event storming. Et tous ces ateliers-là, finalement, peu importe, ça peut être complètement du fait maison. L'important, c'est que vous collaboriez du PO jusqu'au dev et le QA si vous en avez un, et les marketeurs et tout le monde, que tout le monde partage une même compréhension du besoin et qu'on ait fait ce travail de réflexion collective, quoi. Donc prenez les outils que vous voulez et les méthodes que vous voulez, celles qui vous convient le mieux, mais communiquez. Pour la partie plus formulée et automatisée, je les ai regroupées ensemble parce que souvent on va avoir des frameworks qui sont dédiés à ces deux parties. Le plus connu, évidemment, c'est Cucumber, qui couvre beaucoup de langages. Un autre très très connu, c'est Biat, parce qu'en fait, c'est officiellement la version Cucumber, mais en PHP.
ils sont nés quasiment en même temps et du coup, Cucumber n'avait aucune raison de revenir sur un truc qui marchait déjà très bien et qui était très bien maintenu par une communauté fiable. Un peu différent, personnellement, je ne les ai jamais utilisés, ça va être Jasmine, mais qui s'attache juste au JS. GBehav, on l'a vu tout à l'heure, qui s'adresse au Java. Et puis, on va avoir SpecFlow, pour, pareil, qui est la version .NET officielle pour Cucumber, etc., etc. Et alors, que font ces outils ? Justement, en fait, ils permettent de... Alors, je n'ai pas remis l'image, mais on a vu tout à l'heure les points features d'un côté et les steps dev de l'autre. Finalement, ils font le lien entre ces infos-là à votre place, quoi, pour que ça soit un minimum fluide. Ensuite, on a la partie, donc, le développeur, il y code, et ensuite, une fois que tous ces tests sont verts, il vient démontrer à son PO qu'il a fait le travail. Et pour ça, on va avoir plus des plateformes un peu plus high level, on va dire, et dont l'objectif, c'est vraiment de rendre du visuel de suivi. Et les deux outils les plus connus pour ça, ça va être Cucumber Studio, donc une extension de Cucumber, hein, et Serenity BDD, qui est porté par John Ferguson. Donc voilà. Donc vous voyez le côté, ici, on est capable, en tant que PO, en tant que chef de projet, en tant que peu importe ce que vous avez dans votre équipe, d'avoir un peu une idée de ce qui se passe. Si on voit que tout est rouge, il y a des chances qu'on ne mette pas en prod, quoi. Et qu'on demande des comptes peut-être aux devs. Mais voilà. Là, je vais aborder plus la phase un peu finalement critique du BDD, avec vraiment les deux parties. La partie où finalement le BDD il est populaire et popularisé, mais un peu maltraité parce qu'incompris, et la partie des vraies limites. Donc, par rapport au fait que le BDD il devienne de plus en plus d'ailleurs populaire, finalement, pourquoi il est maltraité? C'est parce que sur Internet, vous trouvez vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de ressources, et vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de ressources qui ne sont pas bonnes. Alors, quand je dis pas bonnes, c'est vraiment par rapport au fait que quand vous y connaissez rien, si vous allez de manière random prendre des infos, en fait, vous allez comprendre un premier truc, et puis finalement, vous allez lire quelqu'un d'autre qui dira complètement l'inverse, ou des trucs pas cohérents, et puis quelqu'un d'autre qui dira encore autre chose, et puis vous aurez l'impression à un moment d'avoir compris, et puis finalement, non, ça sera cassé. Alors, je dis ça évidemment en connaissance de cause, puisque je l'ai vécu il y a un peu longtemps maintenant, mais voilà. Et typiquement, je vous ai pris vraiment deux exemples qui, pour moi, m'ont vraiment marqué. Mais typiquement, la personne qui a écrit cet article-là, alors les articles par ailleurs sont intéressants. Donc c'est ça, il faut savoir aussi être critique à l'intérieur de ce que vous lisez. Mais en fait, le TDD, effectivement, on a le côté écrire un test unitaire qui fail. On fait en sorte que le test passe en écrivant le code qui correspond. On refactor si besoin, etc. Et donc du coup, sans doute, j'imagine par beauté de l'image, la personne a reproduit exactement la même chose pour le BDD, avec ce truc incompréhensible qui est d'écrire un test d'acceptation qui fail, enfin qui échoue, pour ensuite écrire un test unitaire qui échoue, refactoriser son test d'acceptation, enfin, ça n'a aucun sens. Vraiment, il y a une logique si on reprend de la hauteur, c'est de dire que finalement, les tests d'acceptation viennent alimenter les tests unitaires, mais toute cette boucle-là, elle est fausse. À aucun moment, on va chercher à faire échouer un test d'acceptation. Le PO, il ne va pas dire « Ah ah, je t'ai fait tester ça, mais en fait, ce n'est pas ça que je voulais juste voir si tu étais attentif. » Ça n'arrive pas dans la vraie vie. Donc voilà, cette partie-là est fausse. Cette partie-là est complètement correcte. Ce qu'il faudrait faire, ce serait simplement de dire « Writing an acceptance test », donc écrire un test d'acceptation qui vient alimenter un test unitaire qui va d'abord fail, et voilà, et puis c'est tout, quoi. On enlève cette partie basse et on enlève le failing. Voilà, je m'éternise un peu, mais c'est... Pardon. Et ensuite, sur, pareil, cet article-là, c'est un des premiers que moi j'ai consulté, et j'ai lu ça, je me suis dit, ok, bon. Et on lit « Écrire de bons BDD ». Si vous avez un peu suivi tout ce que je viens d'expliquer, donc le BDD, c'est une méthode. C'est-à-dire que là, on pourrait, si on devait transposer, ça serait comme écrire de bons agiles ou de bons agilités. Ça n'a aucun sens. Par ailleurs, l'article est intéressant, il donne des bons exemples, etc. L'idée, c'est pas de pointer du doigt, de dire c'est nul, c'est vraiment de mettre l'accent sur le fait que quand vous lisez des choses sur Internet, restez très très critique. Et voilà. Et pareil,
Premier truc qui est traduit, utilise des outils BDD, Business Driven Development. Alors, ce n'est pas tout à fait faux puisqu'on se concentre sur la valeur produit qui au final est du business, mais ça ne fait pas très propre de mettre une erreur dès la première ligne en fait. Et voilà. Et ce n'est pas si simple d'écrire du BDD. Bah non, ce n'est pas si simple d'écrire de l'agile, ça n'a aucun sens quoi. Par contre, on pourrait écrire, ce n'est pas si simple d'écrire des scénarios Gherkin, parce que ça, oui, ça c'est vrai, c'est correct. Et effectivement, ce n'est pas si simple d'écrire des scénarios Gherkin bons. Deuxième maltraitance, bah, c'est que souvent c'est un travail qui est laissé à la charge des développeurs. Et vous l'avez compris, c'est la collaboration au cœur. Donc c'est comme, une fois de plus, hein, transposer agile. Est-ce que vous imagineriez une seconde que ce soit des développeurs dans l'équipe qui soient les seuls à travailler en Scrum, par exemple? Ben non, l'essence de l'agilité, c'est de faire collaborer les gens. Donc du coup, c'est un peu cette idée-là, quoi. Donc oui, les développeurs écrivent la partie qui les concerne, c'est la partie automatisation des tests, mais par contre, ils n'écrivent pas les scénarios Gherkin. Ils peuvent éventuellement y participer, puisque dans le cadre de la réunion, ils donnent des exemples et ils participent aux exemples, mais on n'attend pas d'eux qu'ils écrivent la partie Gherkin de ces scénarios, quoi. Et ensuite, à proprement parler, dans la rédaction des scénarios en Gherkin, il y a beaucoup d'erreurs. Alors, le premier, on ne dirait pas qu'il a des erreurs, et pourtant, un de ses problèmes, c'est qu'il n'a pas un seul centre d'intérêt, un seul single concern, quoi. Donc là, et puis même, il est un peu trop précis, et peut-être aussi qu'il ne sert à rien. Mais ça va dépendre de votre contexte. Et celui-là, je pense que vraiment, c'est en gros faire la somme de deux chiffres. Quand on ajoute 1 à 2, il faut que ça fasse 3. À moins que vous soyez en train de développer une calculette, je ne suis pas sûre que ça ait de la valeur métier, en fait. Voilà. Revenez toujours à ça. Mon scénario, ce n'est pas un test. C'est quelque chose qui vient dire, c'est ça qui apporte de la valeur à mon produit. Et donc, du coup, quand je dis que ce n'est pas des tests, ça veut dire que ça, il faudra le tester, mais ce n'est pas du ressort c'est pas la valeur du produit, quoi. Tac. Donc, astuce 1, d'abord, la seule chose que je puisse vous conseiller, c'est de vous abreuver aux bonnes sources. Et on l'a vu, de rester critique. Qu'est-ce que c'est les bonnes sources? Finalement, c'est les gens qui ont inventé le truc. Et ce qui est encore plus intéressant, je ne vous ai pas mis le lien, mais Liskehog, a fait... en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit l'évolution même de leur propre pensée. C'est-à-dire comment ils réajustent les choses, etc. Et il y a vraiment ce côté feedback et historique, et de dire, mince, on a fait comme ça, mais on s'est trompé, et voilà pourquoi on s'est trompé, ça, c'est hyper intéressant, quoi. La doc de Cucumber, forcément, elle est très bonne. Et voilà. Alors, c'est que des Américains, peut-être des Anglais aussi, d'ailleurs, je ne sais pas. Mais bref, il n'y a pas de Français là-dedans, mais peut-être un jour, on ne sait pas. Ou alors peut-être juste que je ne les connais pas, mais je suis preneuse des noms, donc voilà. Astuce 2 aussi, c'est simplement faites-le, quoi. Jetez-vous à l'eau et faites-vous votre propre expérience. Parce que finalement, le BDD, c'est de la collaboration avant tout, mais autour d'un produit, avec une équipe et des gens et des enjeux différents. Et donc, du coup, c'est en faisant qu'on devient forgeron, et en forgeant qu'on devient forgeron. Et du coup, je vous ai mis en lien cette vidéo-là de Vincent Prêtre. Alors, pour info, Vincent Prêtre, il travaille chez HipTest, et HipTest, ça a été racheté par Cucumber Studio. En fait, c'est devenu Cucumber Studio. Ça a été racheté par Cucumber et c'est devenu Cucumber Studio. Et donc, du coup, je pense que s'il y a bien quelqu'un qui s'y connaît, c'est lui. Et ce qui est super intéressant dans son Rex, c'est qu'en fait, il montre comment au début, ils se sont plantés, en fait. Et c'est pour ça que je le mets dans cette partie-là, c'est n'ayez pas peur de vous planter, et puis allez-y, et puis faites-vous vos propres expériences, quoi. Tac. Et sur la partie plus limite de la méthode, du coup, une des premières limites, ou une des premières difficultés, on va dire, c'est que finalement, il faut réussir à trouver l'équilibre entre, d'un côté, ces fameux points features, les scénarios en Gherkin, et leur traduction en test automatisé. Parce qu'en fait, ça paraît simple comme ça dans la théorie. On dit, j'ai un step, je le traduis. Ouais, mais en fait, derrière un step, il y a plus que simplement un step.
Il faut lancer son serveur, il faut s'assurer qu'on est sur le bon environnement, il faut que ceci, il faut que cela, il faut s'assurer qu'on est dans les bonnes conditions. Et donc du coup, alors je ne vous invite pas à lire ça, hein, parce que vous le lirez quand vous aurez la presse, ce sera plus simple. Mais l'idée de ce petit article, c'est de dire qu'en gros, il faut trouver l'équilibre entre d'un côté des scénarios Gherkin qui restent lisibles pour un humain, mais quand même suffisamment précis, donc pas trop high level, pour que les développeurs ne soient pas en galère à les automatiser en fait. Donc vraiment, on est dans la collaboration du début à la fin. Une autre limite, et qu'il faut garder en tête, c'est qu'en fait, utiliser Cucumber ou utiliser les frameworks de tests en BDD, c'est contraignant pour les développeurs. Et donc, du coup, alors pourquoi c'est contraignant? Alors, je ne l'invente pas, hein, c'est un retour d'expérience que j'ai eu d'un développeur et je ne saurais pas le développer dans l'absolu. Mais de ce que j'ai compris en tout cas, c'est que contrairement à leurs outils de développement de tests classiques, ils ont des contraintes qui font qu'ils ne sont pas totalement libres de faire tout ce qu'ils veulent et ils sont obligés d'épouser les conventions des frameworks, quoi. Et donc, du coup, si vous voulez mettre en place du BDD dans votre équipe et que c'est que les développeurs qui le font, à la limite, n'en faites pas. Faites en sorte qu'ils puissent faire des tests automatisés avec leurs outils classiques. Ils seront beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus confort. Si vous voulez mettre en place du BDD, c'est vraiment toute l'équipe, quoi. Et une autre petite contrainte, mais ça c'est vraiment du côté des développeurs, c'est ce que j'ai déjà dit aussi tout à l'heure, mais un des enjeux, c'est de réussir à avoir des tests, des test steps qui soient réutilisables. Parce qu'en fait, finalement, dans un scénario, on va toujours retrouver les mêmes, certains points d'entrée qui vont être les mêmes. Et en fait, plutôt que de réinventer la roue à chaque fois, il faut bien découper et bien automatiser ça, quoi. Pour la partie, ça c'est pareil, c'est un peu pas une opposition, mais une friction de deux approches. La règle dans les scénarios Gherkin, c'est de dire qu'il ne faut mettre que l'information qui compte. Parce qu'on veut rester lisible, on veut rester compréhensible et on ne veut pas venir perturber la compréhension par des infos qui ne sont pas importantes. De l'autre côté, quand on veut concrétiser un test, il faut avoir ces informations, parce que sinon le test ne passe pas. Si je donne un exemple, imaginons, on peut souscrire une assurance, et si on est une femme... Non, on va dire, si on a moins de 18... non, ça marche pas. Bon, ça va pas être sexiste. Mais si on est une femme, pas sexiste dans le bon sens, si on est une femme, on a une réduction de 20% parce que statistiquement, on fait moins d'accidents. Si on est un homme, on n'a pas de réduction de 20%. OK. Donc du coup, ce qui compte ici, ça va être la différenciation sur le sexe. Est-ce que je suis un homme ou est-ce que je suis une femme? Si je suis une femme, j'ai une réduction de 20%. Donc, je suis une femme, je souscris, alors j'ai une réduction de 20%. Je suis un homme, je souscris, j'ai pas de réduction de 20%, basiquement. Sauf qu'en réalité, ça c'est le scénario Gherkin, il est clair, il est compréhensible. Pour que le test passe, il y a une règle supplémentaire qui est qu'il faut avoir plus de 18 ans. Et donc du coup, pour que le test passe, c'est pas juste je suis un homme ou je suis une femme, c'est j'ai plus de 18 ans à chaque fois. Donc voilà, c'est un des exemples pour montrer aussi que parfois il faut connaître un peu mieux son application pour faire passer le test à proprement parler, quoi. Un autre petit point, c'est qu'en fait, et ça c'est d'ailleurs complètement assumé par les promoteurs du BDD et des scénarios Gherkin, c'est qu'en fait le BDD c'est là pour illustrer les règles métiers. Et donc ça couvre mal les parcours utilisateurs. Et pour comprendre ça, c'est assez simple. Moi je le vois vraiment comme une loi par exemple. Une loi qui dit un mineur n'a pas le droit de rentrer en boîte de nuit, on n'a pas besoin d'avoir une implémentation concrète. C'est peu importe la boîte de nuit, tu as moins de 18 ans, tu ne rentres pas, tu as plus que 18 ans ou égal 18 ans, tu rentres. Et en fait, on n'est pas en train de dire, alors la personne se présente devant la boîte de nuit, le videur est en train de contrôler son âge, puis parce qu'il a plus que 18 ans, il peut rentrer, etc., il va boire un verre, etc. Et c'est vraiment cette idée-là de les scénarios, les exemples, finalement, ils sont là pour illustrer une règle, et pas forcément, pas pour illustrer un parcours, quoi. Et il y a une petite mise à jour, c'est justement proposé par Seb Rose dans Formulation, qui propose des journées scénarios, mais lui-même, il met un bémol en disant attention, il ne faut pas les utiliser à outrance. C'est avant tout illustrer une règle, quoi. Et un moyen mémotechnique pour se souvenir de ça, c'est en fait de se dire tous les exemples
on doit être capable de les présenter dans la réunion des 3 amigos, c'est-à-dire à un moment où on ne sait pas à quoi va ressembler notre produit. Donc c'est pas la peine de venir dire bah oui, il cliquera sur tel bouton et puis il fera ça, et puis il arrivera à tel endroit puisqu'on ne le sait pas encore. Par contre, être capable de dire qu'on a une réduction si on est une femme et pas de réduction si on n'est pas une femme, ça on le sait en amont parce que c'est le travail, c'est la règle métier fournie par le PO, quoi. Enfin, peut-être une dernière limite, c'est plus sur la maintenance et la lisibilité. On parle beaucoup de living documentation. En réalité, quand il y en a beaucoup des scénarios, ça devient vite imbitable. Donc il faut aussi réussir à soit les organiser mieux, donc découper, il y a des vrais enjeux autour du découpage des features, des points features, et ensuite autour de la maintenance des scénarios, même en Gherkin, pardon, et ensuite forcément sur l'automatisation, la partie automatisation. Quelle heure il est? C'est bon. Et enfin, bon, ça c'est ma petite touche à moi parce que je suis testeuse, mais BDD c'est pas testé, donc j'ai mis entre guillemets parce que BDD n'est pas un verbe, mais BDD je le redis, l'idée c'est vraiment de mettre l'accent sur ce qui va être important. Et un test d'acceptation, un critère d'acceptation, c'est qu'est-ce qui fait que pour le PO, on va remplir le contrat ou pas. Pour autant, à côté de ça, il va y avoir d'autres tests à faire. Parce que, en fonction de vos enjeux qualité, etc., simplement, ça ne bloquera pas forcément la mise en prod, sauf à trouver quelque chose de vraiment bloquant que personne n'aura réussi à anticiper. Mais l'idée, c'est vraiment, avec le BDD, d'anticiper au maximum. Mais c'est vraiment, le BDD, pour moi, c'est ce que j'appelle le minimum légal de la qualité. C'est-à-dire que si tu n'as pas ça, c'est compliqué de dire oui, on va en prod. Mais si tu l'as, parfois, ça peut ne pas être suffisant et il peut y avoir d'autres problèmes, soit des edge cases, soit des cas que personne n'a jamais vus et qui semblent évidents, soit voilà, des cas aux limites, tout ce qu'on veut, quoi. Et d'ailleurs, je ne suis évidemment pas seule à dire ça, mais si je reprends un exemple, et je vous évite de tout lire, mais l'idée c'est vraiment, le BDD, ce n'est pas une activité de qualité, ça n'a pas vocation à remplacer les autres formes de testing. Donc pour ceux qui, donc une fois de plus, c'est le minimum légal de la qualité, vous pouvez faire du BDD et avoir un QA, ça a complètement du sens, quoi. Conclusion. C'est très long, j'espère que je ne vous endors pas. Mais en gros, voilà, la conclusion, si on doit revenir, vous l'avez compris, l'essence, c'est la collaboration. Le BDD ne remplace pas les tests. Par contre, donc c'est pas non plus un étage des tests. Pour ceux qui connaissent la pyramide, je ne m'éternise pas dessus parce que on peut faire une presse de 2 heures rien que sur la pyramide des tests. Mais en gros, l'idée, c'est vraiment de se dire, c'est à tous les étages. Et l'idée, c'est que, une fois de plus, ça représente ce qui apporte de la valeur à notre produit, ce qui est vraiment l'essentiel de l'essentiel. Et s'il y a un test en BDD qui pète sur une mise en prod, ou avant une mise en prod, il faut impérativement le corriger, quoi. Je reprends, cette image est reprise du Rex de Vincent Prêtre. Et chez eux, par exemple, ils disaient qu'ils ont 500 tests en BDD, 1200 tests de service, donc ou service ou intégration API, vous mettez ce que vous voulez derrière, et 4000 tests unitaires, donc plus back généralement. Donc vous voyez un peu la proportion. Voilà, on en a vraiment beaucoup en back unitaire, un peu moins en intégration, et le test BDD, on est sur vraiment la valeur métier, ce qui va apporter de la valeur à votre produit, quoi. Et je reprends juste en termes de conclusion aussi. Donc c'est Seb Rose qui disait en gros, le BDD n'est pas une activité de QA, blablabli, blablabla, et que eux, ce qu'ils ont constaté, c'est que dans les équipes où ils mettent en place du BDD, ils constatent une meilleure qualité quand même et un delivery ou un déploiement qui est moins cher, qui revient moins cher, quoi. Donc à la fois un meilleur coût et un meilleur produit, quoi. Donc la qualité ne coûte pas forcément, quoi. Et enfin, vraiment le tout dernier mot, c'est qu'en gros, le BDD, finalement, ça s'inscrit dans ce qu'on appelle le shift left ou shift left testing, qui finalement est un mouvement où historiquement, on avait la phase de design, la phase de développement et la phase de test. En fait, l'idée, c'est de ne plus avoir ce goulet d'étranglement de la phase de test et de remonter le plus en amont possible les tests pour faire en sorte qu'on teste au plus tôt.
Et tester en Pluto, ça veut dire communiquer, ça veut dire faire du TDD, ça veut dire avoir un testeur qui vient alerter au Pluto, etc. Toute une série de techniques qui permettent en fait de casser ce goulet d'étranglement et de passer à quelque chose où finalement quand on met en prod, on a anticipé et dérisqué au maximum. Ça ne veut pas dire qu'en prod vous n'aurez pas de problème, ça ne veut pas dire qu'en phase, si vous avez une QA, qu'ils ne trouveront pas de bugs, mais ça veut dire que les plus gros seront épurés. Et ça veut aussi dire quand vous en avez des QA plus heureux, parce que c'est quand même plus valorisant de partir à la chasse aux bugs que de simplement checker que le collègue développeur a bien écrit tel truc à tel endroit, fait ceci, fait cela. Ça, c'est automatisé et on libère la créativité, l'inventivité, l'apprentissage du QA qui, du coup, fait un travail vraiment intéressant et pas juste un check. Au niveau des ressources, il y a les incontournables, notamment BDD in Action. Il y a une deuxième version qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Formulation de Seb Rose pour vraiment plus le côté très pratique. Comment écrire ces scénarios. Un livre que j'aime bien aussi, c'est de Goshko Adjix. Alors, je ne sais pas comment on le prononce. C'est Specification by Example. Pourquoi? Parce que finalement, ça comprend. L'idée, ce n'est pas forcément de rester sur du given when then, du Gherkin, donner des exemples. Si déjà vous faites ça, vous avez épuré, je ne vais pas dire de pourcentage, mais beaucoup d'incompréhension. Et voilà, writing great specifications, pareil, voilà, ce côté... et d'ailleurs, on voit bien via les lectures que c'est quand même, le BDD, c'est beaucoup de la spec, une problématique de spec, donc plutôt de PO, quoi. Bon, les ressources Internet, voilà, je ne suis pas la pro de mettre toutes mes sources, mais voilà, je vous ai mis les basiques. Et puis, merci pour votre attention. J'espère que ça vous a plu. Et si vous voulez continuer à échanger, j'ai une adresse mail, j'ai un LinkedIn et j'ai un site qui va bientôt être en cours de construction parce que je fais de l'accompagnement justement à la structuration des équipes autour de la qualité, donc BDD beaucoup, mais Shift Left de manière générale, quoi. Voilà. Je ne sais pas s'il y a quelque chose encore après. Ah là, les questions et les réponses. Merci.